Fantastica. Bienvenue à vous tous à cette version abrégée de l'émission intitulée Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et il me fait grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter une des multiples chroniques réalisées dans le cadre de notre émission radio qui existe depuis 2003. Fantastica est une émission radio diffusée sur le web dans laquelle je m'entretiens pendant plus de 3 heures avec de nombreuses personnes qui nous parlent de diverses passions qui occupent notre quotidien tous les jours. Au cours des années, nous avons amassé plusieurs centaines d'entrevues que nous vous présentons ici de façon individuelle avec des sujets qui passeront du cinéma à la musique, du jeu vidéo au comique et la bande dessinée, sans oublier des univers tels que l'astronomie, la mythologie, l'archéologie, la littérature, le paranormal et bien d'autres sujets. De plus, je vous présenterai également de multiples entrevues que j'ai réalisées avec diverses célébrités de différents milieux. Dans cette émission d'aujourd'hui, il me fait très plaisir d'accueillir de nouveau mon premier co-capitaine de navire à l'époque de Simi 1037, soit Gaétan Marcon, qui va nous parler des éditions Héritage, cette compagnie de comic book qui a traduit pendant des années les différents comics de super-héros de Marvel Comics et de DC Comics, mais pour le marché québécois. Dans cette édition, nous allons couvrir la période des éditions Héritage qui se situe entre 1968 et 1972. Lorsque j'ai commencé la nouvelle édition Fantastica, j'avais un rêve en tête. Puis mon rêve, c'était toujours de pouvoir ramener dans mon bateau mon ancien co-capitaine de navire qui était Gaétan Marcon. Et mon Dieu, est arrivé un jour un miracle, la révélation divine, quand mon téléphone a sonné et que Gaët m'a dit « I'm in ». Bonjour Gaétan. Bonjour Christophe. Tu t'attendais pas à celle-là? Non, pas réellement, mais on se prépare toujours à tout avec toi. Écoutez, avec Gaétan, ce qu'on va faire, on va un petit peu toucher à l'historique de Héritage. On parle bien sûr les ici... éditions Héritage. Les éditions Héritage. On parle ici bien sûr de comic book, de super-héros, mais en français. Oui. Donc, Gaétan, dans cette première chronique, on va toucher comme aux origines des éditions Héritage, les débuts, et aussi les 6 merveilleux ou les Marvelous Six, si on peut appeler ça comme ça? On va dire les mystérieux 6. Les mystérieux 6. Oui. Mais avant de plonger là-dedans, parce que les gens ici étaient déjà sommairement familiers avec les super-héros, parce que déjà sur le marché québécois se retrouvaient des bandes dessinées de Superman et de Batman qui étaient publiées par la Belgique, par la compagnie Interpresse. OK. Ça a été, comment je pourrais dire... C'est probablement ce que les gens se rappellent le plus, mais à un moment donné, quand les droits de Marvel ont commencé à se concrétiser, qui ont commencé à avoir de plus en plus de séries, parce que Marvel, en 68, ont transformé leur titre d'anthologie. On parle ici des titres comme Tales to Astonish, est tombé, a changé sa numérotation pour devenir l'Incroyable Hulk. Oui. Donc, de 101, qui était Tales to Astonish, est devenu à numéro 102, le Hulk. Et il y a eu 6 nouvelles séries qui ont été créées à partir de ce moment-là. Et pour une compagnie comme les éditions Héritage, qui débutait dans l'impression, qui avait des nouvelles machines qu'ils voulaient tester à leur plein régime, ben, d'avoir des bandes dessinées comme ça pouvait augmenter leur part de marché et en plus leur permettre de rentrer dans des livres jeunesse.
Donc, mais, dis-moi si je me trompe. Est-ce que, parce que les éditions Héritage, c'est pas juste du comique, là. Il y avait une maison d'édition de livres. ben, c'est leur raison d'être. Donc, il existait déjà Oui, mais à ce moment-là. c'était une compagnie qui était encore très jeune. OK. Ils commençaient. Payette et Payette venaient juste de commencer à avoir leur première presse. Puis, ils venaient d'avoir des presses rotatives, justement, qui leur permettaient de faire du traitement couleur. OK. Fait que on commence à essayer de faire des négociations avec Marvel Comics, des négociations qui vont très bien parce que ça leur permet d'avoir l'exclusivité du marché francophone. Donc, justement, on va tomber dans les Mysterious Six, les Mystérieux 6 numéros couleurs, qui, justement, ont sur les premiers numéros, on parle ici du premier Hulk et du premier Fantastic Four, qui sont tous les deux datés de 1968. Le tag de prix dessus contient la tarification pour le Maroc, la Tunisie, la France, parce qu'ils espéraient percer sur le marché européen. Mais étant donné que le marché européen est plutôt hermétique, et qu'à ce moment-là, il y avait Lug qui commençait aussi à faire des tractations avec Marvel pour avoir des droits sur le produit Marvel, ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, étant donné qu'Héritage n'a pas réussi à s'implanter en Europe, Lug a réussi à avoir les droits du comic Marvel pour l'Europe et pour les pays que visaient les éditions Héritage. Et les premiers Lug avaient aussi un prix canadien. Oh mon Dieu. Belle compétition. C'est une compétition, certains diront, mais quand on voit le produit fini des premiers albums Lug, on se dit, finalement, c'est peut-être nous autres qui avons eu la belle portion du marché. Parce qu'eux autres travaillaient en bichromie. Donc, tu avais certaines pages qui avaient de la couleur, mais c'était une couleur. Okay. Puis quand c'est du vert, c'est pas nécessairement bleu. Non, ça c'est sûr. Alors, revenons à nos moutons et à nos magnifiques 6 couleurs. Comme je le disais, en 68, donc, sont traduits Hulk numéro 1, qui contient le numéro 106 de la série Hulk, nouvellement changé de nom, et le Fantastic Four numéro 1, qui est la traduction de Fantastic Four numéro 77, et qui est malheureusement le dernier arc d'une histoire de 5 numéros. Ils sont forts là-dessus, je pense, Héritage. Ils partirent des choses à la fin. Je crois pas que c'était délibéré, c'est plutôt le fruit du hasard. Je veux dire, tu t'achètes des bandes dessinées et les comics Marvel, il y a toujours des histoires qui vont être, comment je pourrais dire, dans le seul numéro que tu lis, l'histoire est complète, ou ça va être un arc de plusieurs numéros. Et malheureusement, quand Héritage ont commencé, il y avait beaucoup d'histoires à continuité, mais tu vois, si on parle de Captain America qui a commencé quelques années après, Captain America, il n'y avait pas une histoire déjà commencée, c'était une histoire qui était déjà incluse. Puis ça a été comme ça jusqu'au numéro 3. Okay. Mais on reviendra à Captain America parce que ça, c'est un autre sujet. Là. Okay. On est dans les numéros couleurs. Bon, allons-y. Ensuite, après les 2 premiers numéros, malheureusement, étant donné que les recettes et la distribution n'étaient pas nécessairement géniales, le produit Héritage en couleur a été mis de côté. Et on y revient 14 mois plus tard avec la sortie de Hulk numéro 2, Spider-Man numéro 1 et Hulk numéro 3. Fait qu'il s'est passé 1 an entre pratiquement 1 an et demi. Entre les deux. Avec les premiers numéros et les derniers numéros qui vont être sortis, à ce que j'ai pu lire, au début 70. OK. Mais à partir de là, étant donné que justement le format couleur, qui était à 15 sous d'ailleurs, n'était pas suffisamment rentable, on va passer au numéro double, noir et blanc. Et à ce moment-là, toutes les séries, il y a Fantastic Four, Hulk et Spider-Man qui ont déjà eu leur coup d'envoi. Et à ceci, on rajoutera Captain America, Ride Kid, et pour aller chercher un public féminin, Millie le mannequin, qui était une autre publication faite par Marvel, un look ressemblant d'ailleurs à Archie, mais que malheureusement n'a pas percé le marché parce que Héritage n'était pas encore implanté solidement. Fait que Millie le modèle, le mannequin s'est tassé au bout de 4 numéros, ça a été terminé, on n'en reparlait plus. Et ça a été republié pour ceux qui voulaient en avoir dans des albums dans lesquels Héritage passait leur surplus. Oui, c'est ce qui se vendait pas. Pour en revenir à ça, tantôt, on a eu 3 Hulk en couleur. Oui. Un Spider-Man. Oui. Puis 2 Spider-Man, puis un Fantastic Four. Oui. OK. Donc, Spider-Man 1 et 2, Hulk 1, 2, 3, puis Fantastic Four numéro 1. Oui. Puis ça, dans les livres, si je me trompe pas, si on réussit à en trouver en super bonne qualité,
c'est ce qui vaut probablement le plus cher dans tout l'univers des éditions Héritage au niveau du comic book. Oui, absolument. Il y a une exception faite à ces numéros-là, et c'est un numéro des Vengeurs qui est sorti à la toute fin de la run des Vengeurs, mais ce numéro-là ne devait pas sortir. On parle du numéro 139? 139, le numéro 139, le numéro qui n'a pas été publié, mais qui a quand même été sur le marché. OK. On ne cherchera pas à comprendre, puis je te dirais que je ne l'ai pas dans ma collection, et je ne le cherche pas non plus, parce que le contenu... on repassera. OK, c'est bon. Fait que, mais pour quelqu'un qui veut avoir des valeurs sûres, s'il y a ça dans sa bibliothèque en bonne condition. Étant donné, comme tu sais, que ces bandes dessinées-là ont été imprimées sur du papier journal et non pas sur du papier glacé, surtout au niveau des couvertures, c'est des bandes dessinées qui s'abîment très, très facilement. Oui. Donc, les trouver en excellent état, c'est rare, très rare. Et donc, si tu les veux en bonne condition, ben moi, je dirais au bas mot, s'ils sont en mint. Puis là, quand je dis mint, c'est 9.0 et plus. Ça pourrait facilement les chercher autour de 1 000 de la copie. Okay. J'en ai vu d'ailleurs qui était gradé CGC, la compagnie qui fait la gradation professionnelle. Puis quand tu as ça, 9.4, 9.6, parce que non seulement tu es sûr que le coup d'œil, tu as quelque chose qui est impeccable, là. C'est genre quelque chose que tu n'oses pas ouvrir parce que quand tu commences à tirer dessus, c'est CGC, si tu l'ouvres, tu as des bonnes chances d'endommager ta bande dessinée. Ouais. Fait que si tu le fais grader, parce que c'est scellé hermétiquement, là. Il n'y a pas d'air là-dedans. Donc, automatiquement, c'est éternel. Donc, après la deuxième batch, là, on est en quelle période à peu près dans ces années-là? Là, on commence à tourner autour de mars 70. OK. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le début, donc, à ce moment-là? Les balbutiements en couleur sont terminés. Là, on essaie de tomber vers une nouvelle formule. Donc, avec les Fantastic Four numéro 2, Spider-Man numéro 3, Hulk numéro 4, automatiquement, on tombe dans le format double broché sur l'épine. Puis, c'est une formule qu'ils ont gardée pour, à peu près 3-4 numéros. Bien sûr, suite à ça, Héritage, qui n'avait pas encore déterminé quel était le bon format à utiliser, a décidé d'arriver avec autre chose. Donc, le format a changé de nouveau et on s'est ramassé avec une épine carrée et collée. Donc, les pages collées à l'intérieur de l'épine pour 3-4 numéros encore. Et on est revenu au format broché pour terminer les derniers numéros avant le trou chronologique. Ça, le trou chronologique, c'est quelque chose qui est quand même assez gros au niveau des histoires de ces récits-là qui étaient déjà établis. Là, on parle des séries principales comme Hulk, Captain America, Spider-Man, Fantastic Four, qui ont toutes à peu près sauté une vingtaine de numéros. Mais ça... On va se garder ça pour un peu plus tard parce qu'il faudra tomber là-dessus de façon un peu plus... On va se garder une petite gêne. Bon, ben c'est ça. Parce qu'il y a quand même beaucoup de trucs qui ont été manqués. Puis c'est pas parce que Héritage voulait nécessairement sauter 20 numéros, mais comme il y a eu une période, comment je pourrais dire, où il y avait de l'inactivité, Marvel continue à publier eux autres. Mm-hmm. Donc, ils accusaient un certain retard. Et pour pallier à ça, ben ils ont décidé, on coupe. Donc, les récits que vous avez là, on arrête, on saute, et maintenant, on va rejoindre où ils sont. Fait que merci pour votre contribution, mais maintenant, les histoires que vous n'aviez point lues, eh bien, vous ne les verrez plus. Les couleurs, si je me trompe pas, dis-moi si je suis dans le champ, mais il me semble que c'était pas tellement terrible. Genre, je pense que si tu lisais ton comic, tu pouvais avoir 2 Spider-Man sur la même page. C'est-à-dire, tu avais le trait de ton personnage et tu avais la couleur qui dépassait à côté. Oui, des Spider-Man, je crois pas que j'en ai vu qui étaient vraiment si pires que ça. Mais le premier Hulk et le premier Fantastic Four, c'est vraiment atroce. Okay. Et je parle même pas ici de la traduction. Oh non, ben ça. Parce que ça, je te dirais que quand tu vois Hulk dire que. Non, c'est pas Hulk, c'est vrai, c'est son adversaire qui dit qu'il a mal à la tête, que c'est pire qu'un mal de dents et que ça fait mal en titi. Pas sûr. Ou quand t'as Reed Richards qui traite Ben Grimm de gros cave. Non. Ça, c'était fait à Québec, donc c'était à Saint-Hubert. Je pensais qu'elle était placée là. Les éditions Héritage, ah mon Dieu Seigneur, c'était. Si je me trompe pas, c'est ça. Aran à Saint-Lambert. À Saint-Lambert. Ouf. OK. Moi, là, j'étais allé te chercher. J'étais allé faire activer ta mémoire vive. Oui, parce là. que je me suis déjà pointé là à l'adolescence pour savoir où c'était. Mais non, c'est ça. Fait que l'impression de la couleur était pas encore au point. Non, c'était pas au point. Puis même si je me rappelle bien, quand ils sont retombés en couleur, c'était pas mieux.
Ben, les premiers numéros n'ont pas été de parfaites copies, je te Ouais, de dirais. parfaites œuvres d'art. Non, ça, à part si tu veux démontrer les choses à ne pas faire avec de l'impression, là, parce qu'il y a même des couleurs qui ont été inversées. Et au lieu d'avoir du jaune, tu as l'inverse quand le négatif, c'est du vert. Je crois. Bon, ben c'est ça. Les couleurs étaient inversées sur certaines pages. Je ne dirais pas le récit complet, mais sauf que ça donne une drôle d'impression. Mais Y a-t-il des choses à surveiller dans ces 6 numéros-là qui sont importantes pour le... cocasse, oui. Importante, je dirais pas. OK. Parce que une des choses qui a fait la réputation des éditions Héritage, ça a été le courrier des lecteurs. OK. Et les premiers numéros, le premier numéro de Hulk, je crois, avait un courrier du lecteur. Pas le Fantastic Four, mais le Hulk en avait un. Mais les lettres qu'il y avait dedans, c'était des lettres américaines sur lesquelles on avait accolé des noms québécois. Oh, mon Donc, Dieu. ça donnait des résultats. Il parle d'un numéro antérieur. Déjà en partant, le lecteur Héritage ne connaît pas ce qui a été publié avant Héritage, à moins qu'il ait eu l'opportunité de lire du Marvel Comics. Mais je crois pas qu'ici, c'était excessivement répandu. Donc, il parle de Hulk, je pense que c'est le Hulk avec le parasite de l'espace, qui est le Hulk numéro 103. Donc, 3 numéros avant le numéro 1. Puis après ça, tu dis, ah oui, l'histoire était bonne, puis je vous remercie, monsieur l'éditeur, signé François Gros-Louis, Villajuron. C'est parce que c'était une lettre américaine traduite à laquelle on a tout simplement collé un nom québécois, mais ça n'a pas... Puis c'est drôle parce que Hulk, c'est officiellement le premier. Oui. Donc, comment qu'on peut avoir un coin du lecteur quand c'est le premier numéro qu'on sort sur le marché? J'ai comme cette impression que c'était peut-être plus pour meubler de l'espace dans la bande dessinée. Parce que là, on parle de des bandes dessinées de 20 pages. Donc, tu as le récit principal, tu as la couverture, donc tu as 3 pages à part de ça. Donc, le courrier des lecteurs qui en meuble une. Et si tu te rappelles, en plus, le Hulk numéro 1 comprenait les 2 premières pages d'un récit de Spider-Man qui est antérieur à ce qu'on a eu dans Spider-Man numéro 1. OK. C'est 5 ou 6 numéros avant. C'est Spider-Man 58, puis Spider 1, c'est 64. Donc, c'est 6 numéros avant. Il commence avec les 2 premières pages qui vont être publiées ensuite dans Hulk numéro 2, les 2 autres pages, et ensuite passer dans Spider-Man numéro 1, numéro 2, et ensuite se terminer dans 3 numéros de Hulk. Mais ça, c'est les trucs spéciaux de ce genre-là. Ça veut dire que si tu veux lire l'histoire de Spider-Man, ben ça va te coûter au bon mot, peut-être autour de 1000$. Ça, c'est si tu ne pognes pas des bonnes copies. Ouais, ben c'est ça. Faut que tu y ailles selon ton budget. Ou d'avoir un ami qui a un bon scanner. Oh, exact. Donc, dans la période 68 à 72, on a dit Hulk, Spider-Man, Fantastic Four, Rawhide Kid, Captain America. Millie. Ça, c'est les premiers. C'est la base. OK. D'ailleurs, tu veux parler des choses qui sont mystérieuses dans cette époque-là, on peut parler aisément, entre autres, du Rawhide Kid 7 et 8 qui n'ont jamais été publiés. Oui, j'avais vu ça à un moment donné. Fait que ça passe de 5-6 à 9-10. Oui. Fait qu'il n'y a jamais eu de 7 et 8. Non, puis bien sûr, le trou chronologique, parce que même Rawhide Kid en a subi les aléas, mais je veux dire, Rawhide Kid, c'était des histoires contenues à l'intérieur de la bande dessinée, fait qu'on se foutait réellement de ce qui se passait dans les 30 numéros qui ont sauté. Exactement, parce que de toute façon, comme tu disais, c'est un peu comme Cheyenne. C'est Cheyenne Kid, je pense, ou Cheyenne tout court? Cheyenne Kid. Cheyenne, oui. Que c'est la même affaire. Tes histoires sont... Oh oui, puis c'était même pas... C'était des histoires de 10 pages. Cheyenne Kid, c'est encore plus drôle. Là. Exact. Tandis que Rawhide Kid, tu peux avoir des histoires des fois qui allaient à la longueur des histoires habituelles de Marvel, qui étaient une vingtaine de pages. Est-ce qu'Héritage a déjà expliqué pourquoi il manque un numéro 7 et 8 dans Rawhide Kid? Je vais t'avouer, des erreurs de ce genre-là, il s'en est produit d'autres, puis je vais pouvoir t'en parler plus longuement, mais non. Faire une chronique sur les erreurs d'héritage en global, je pense qu'on a pour beaucoup. Je ne sais pas exactement, parce que t'as quelqu'un d'important qui est rentré dans la production des bandes dessinées Héritage en 71, qui est Robert Saint-Martin, qui était responsable des bandes dessinées. Ça, c'est un monsieur avec qui j'ai parlé dans les années 80, que j'appelais, je faisais des interviews chez Héritage pour pouvoir lui parler, pour comprendre justement ce genre d'erreur-là. Okay. C'était quelqu'un qui te répondait puis il t'en donnait de l'information. Là. Il aimait ça, tu voyais qu'il en mangeait. Dans les choses cocasses, là, ça, c'est quelque chose qui a meublé ma ta jeunesse. Oh, c'est cute. Y a-tu de quoi à rajouter sur la période 68 à 72? Bien sûr. Allons-y. D'abord et avant tout, sans parler justement du mystérieux
merveilleux trou chronologique. On va parler des erreurs au niveau de la numérotation. OK. Parce que si on parle, on disait tout à l'heure, Fantastic Four numéro 1, c'est le numéro 77. Si tu tombes au numéro 2, c'est le numéro 79-80. Qu'est-ce qui est arrivé au numéro 78? Mais là, c'est un début d'histoire, puis Héritage et début d'histoire sont pas très bons Non, c'est là-dedans, non? pas ça le bobo. Le bobo, c'est que le numéro 78 a été publié en deuxième récit du numéro 3. OK. Ensuite, le numéro 3, le premier récit, c'est le numéro 82. Qu'est-ce qui est arrivé au numéro 81? Il a été publié en deuxième récit du numéro 4. OK. Ensuite, le numéro 4, qui publie la suite de la première histoire du numéro 3. Comme je te disais, contient le numéro 81. Donc, jusqu'à là, on a tous les numéros de 77 à 83. Et soudainement, surgit le mystère total. Le premier numéro des mésaventures des FF contre le Dr. Doom n'est pas publié. Le numéro 84 est totalement oublié. Et on commence une histoire déjà entamée dans le numéro 85 où les Fantastic Four ont perdu leur pouvoir. On sait pas comment. Ça s'est produit dans le numéro 84. OK. Et bien sûr, autre chose intéressante, c'est que la couverture du numéro 84, elle a survécu. Elle a été publiée sur le numéro 7. Tu vois Dr. Doom, tu vois sa forteresse derrière. Ça, c'est la couverture du numéro qu'on n'a jamais vu. Mystère et boule de gomme, mais ça, c'est les aléas de la publication à cette époque-là. Puis, il y a toujours eu le fameux problème aussi. Ah, on a la bande dessinée, mais on n'a pas la couverture. Qu'est-ce qu'on fait avec la couverture? On va publier quelque chose à la sauce. Genre, on prend un dessin du comic. Un dessin d'une bande dessinée qui paraît bien, fait qu'on va le gonfler, on va le peinturer, puis ça va être notre couverture. Mais Héritage n'avait pas de dessinateur sur place pour pallier à ce genre de problème-là. Là où les éditions Lug, eux, faisaient l'inverse, ils prenaient les couvertures Marvel et les repeinturaient. Okay. C'était les mêmes images souvent, mais repeinturées et donc d'une meilleure qualité. Mais ça, c'est Lug, c'est un autre cheval dont nous reparlerons éventuellement, j'en suis sûr. Mais de toute façon, ça, c'était la bonne période où ils pouvaient se le permettre parce qu'aujourd'hui, je suis pas sûr qu'avec les droits puis les artistes et tout, que tu puisses refaire la même chose. Là. De toute façon, selon la formule que Héritage avait à cette époque-là, où il y avait uniquement le titre principal, ça pourrait pas fonctionner parce que tu sais très bien que dans l'univers Marvel, c'est une histoire commence dans un numéro, oups, ça suit dans une mini-série. Après ça, tu peux t'en aller dans un autre titre pour suivre l'histoire. Après ça, tu reviens dans le titre original que tu lis. Donc, ça veut dire que tu vas lire un récit, il va te manquer 3 histoires, puis tu vas revenir après ça au numéro suivant. Ça tient pas la route. Non, tu peux pas faire ça. Donc, la personne qui voudrait traduire le Marvel Universe, ce qu'il faudrait qu'il fasse, c'est acheter tous les titres. Essaie de t'imaginer avec la demande du produit Marvel aujourd'hui, comment ça montrait, c'est complètement impensable. Oui, effectivement. Passable, je devrais dire. Fait que ça, c'est le problème, justement, au niveau des Fantastic Four. Spider-Man n'a pas subi d'aléas similaires trop, sinon que le numéro 8 aurait dû être publié après le numéro 9. Ça, c'est une erreur. Hulk n'a pas trop subi de soubresauts non plus, sinon que le numéro 2 se suit dans le numéro 4 et que le numéro 3 va avoir après la première histoire du numéro 4 et se suit dans la deuxième histoire du numéro 4. OK. Donc, ça, c'est des petits mélanges comme ça. Captain America, comme je te l'avais mentionné, n'a pas subi ça parce que c'était des histoires qui étaient intégrées, qui étaient uniques. Sauf que dans le numéro 2, on a inversé les histoires pour pouvoir mettre l'histoire de l'origine en premier. Et ensuite, dans le numéro 3, on a commencé une histoire déjà entamée avec... non, c'était la première histoire avec Hulk qui commençait une histoire avec Hydra. Sauf qu'on n'a pas publié la deuxième partie, dans laquelle Captain America se faisait tuer à la fin. Et on n'a pas publié non plus le numéro spécial dans lequel Jack Kirby était revenu pour faire le dessin pour dire, bon, ben, Captain America est mort, alors ça, c'est ce qui s'est produit. Ça n'a pas été traduit. Mais on est revenu pour la troisième partie, la conclusion, dans laquelle Captain America pète la gueule d'Hydra. Donc, tout ça a été rectifié justement dans un album couleur qui a été publié une dizaine d'années après. Tu avais l'intégrale de cette histoire-là. Et en plus, en prime, tu avais l'origine de Captain America qui avait été ressorti de Tales of Suspense. Mm-hmm. Oui, ça, je me rappelle de celui-là. Fait que Captain America, comme je te dis, a subi ça.
Millie, je pense pas qu'il ait subi des gros Après 4 numéros. 4 numéros, puis you're out. De toute façon, même anyway, c'est un peu comme Betty, Véronica et Archie. C'est des petites histoires condensées, puis ça finit là. Ouais, puis la seule différence que tu vois, parce que veux pas, les bandes dessinées de Archie Comics, c'est la même chose. C'était toujours une vingtaine de pages, puis plein de publicité. Donc, Héritage avait le libre choix d'aller dans n'importe quelle foutue histoire qui pouvait dater des années 50 et 60 de Archie, les intégrer sans problème. La seule chose que tu voyais, c'était la différence au niveau du dessin, qui était de beaucoup inférieur, ou en tout cas, qui paraissait plutôt daté comparativement à ce que tu lisais, qui était du contemporain. Là. Parce que c'était à peu près comme Marvel, c'était des bandes dessinées qui avaient été publiées peut-être quelques mois auparavant. Là. OK. Fait que ça, c'est les 6 premiers numéros, et comme je te disais, les premiers formats doubles. Là, c'est sûr qu'après ça, il y a eu beaucoup d'autres aléas qui ont, comment je pourrais dire, qui sont produits après ça, avec l'avènement des nouveaux titres qui ont été ajoutés au début de 72. Mais ça, on va se garder une petite gêne, puis on va en parler dans une autre chronique, parce que je tiens à te garder avec nous le plus longtemps possible. Alors, on va étirer la sauce le plus longtemps. Souffrir. Gaétan, merci beaucoup. Et puis, c'est quelque chose qu'on va vous parler dans les prochains mois. Bien, on va commencer avec l'héritage, je pense, mais peut-être qu'on va étirer sur d'autres compagnies, comme tu disais tantôt, là, qui faisaient du super-héros francophone. Ben, autant Reddit que Lug, c'est des compagnies que je connais un peu, mais avec les autres qui sont ajoutés, comme les Panini récemment, puis Hachette. Mais Hachette, ça, c'est un autre cheval. Un autre monde. Pas nécessairement un autre monde, mais c'est parce que Hachette, c'est plus une, comment je pourrais dire, c'est une niche. Ils vont chercher des histoires qui sont sur plusieurs numéros et ils les intègrent dans un seul album qui est bon, qui est beau et qui est vraiment, au niveau qualité-prix, qui est à peu près ce qu'il y a de meilleur sur le marché. Gaétan, merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'est déjà tout pour cette émission abrégée de Fantastica. Si vous désirez nous suivre, vous pouvez écouter notre programme de 3 heures qui est diffusé une fois ou 2 semaines, et ce, en vous inscrivant gratuitement à notre page Facebook de Fantastica Radio Web afin de connaître les dates de diffusion des nouvelles émissions. De plus, il vous est possible de vous rendre sur notre site web au www.fantasticaradioweb.com, Fantastica avec un K, afin d'obtenir plus d'informations sur cette émission, mais également sur mon podcast Programme Double, dans lequel je vous parle de la création de divers films qui ont marqué l'histoire du cinéma. Je vous remercie de votre écoute et je vous invite à nous rejoindre de nouveau ici même afin d'écouter notre prochaine édition abrégée de Fantastica.